Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau du GLPP avec Laurent Jaoui. Applaudissements pour Laurent Jaoui. Avec toi, Philippe, ton nom de famille déjà? Gauclair. Tu t'en souviens? Ouais. C'est alsacien, non? C'est quoi? Oui, d'origine alsacienne. Merci, Jackie. Très bien. Gilles Paris, Yes. t'es pas alsacien, toi? Non. C'est quoi d'ailleurs? Alors, tous les gens qui portent un nom de ville sont des gens qui ont changé de religion à un moment donné. On Oui. était protestants et on était catholiques, on est devenus protestants Et juif et allemands. et allemand. Très bien. Voilà. Donc t'es d'origine allemande. Donc, c'est-à-dire que le nom devait être quelque chose comme Parisis Ah, d'accord. et c'est écourté en Paris. Autobiographie d'une courgette. Oui. Bande dessinée, Oui, bande dessinée, cette fois-ci. cette fois-ci. Il y aura Ouais. tout. Enfin, on va en parler tout à J'espère l'heure. bien. Bah oui. Ou on n'en parle pas, qu'est-ce que t'en penses? Ah non, on en parle. Alors, tu es J'en donc suis trop fier. dans l'édition depuis 35 ans. Oui, déjà. C'est trop pour toi ou... Non, parce que tu fais- pas trop. Non, Tu adores l'édition, j'ai quand pas même. vu. Quand je fais pff, ça veut dire que j'ai pas vu le temps passer, c'est tout. Oui. Bah oui. Bon, bah, c'est comme ça. Tout va trop vite, quoi. Tu es également écrivain, Oui. donc des deux côtés de la barrière, si je me permets. Oui, Ouais. c'est ça, exactement. Tu es auteur de 5 romans. Oui. Et tu as fait plein de métiers avant, incroyables, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Non. Tu as été serveur, c'est Oui. ça? Donc, Oui. en terrasse à l'époque ou... Non, mais à l'époque, j'avais 18 ans, il fallait que je paye mon loyer, j'avais un appartement déjà, Oui. et donc tout ce qu'on pouvait me proposer, je le prenais. C'est pour ça que j'ai fait des choses très différentes, Testeur de médicaments. Qu'est-ce qui que tu as- n'étaient pas encore lancées sur le marché. Oui. Ah oui, c'est bien de le C'était préciser. très très bien payé, c'était formidable. Mais Donc, tu pouvais en mourir si jamais ils étaient non, empoisonnés. on était Non, trop bien c'est genre- surveillés, il y avait des anti-ulcères, des antidépresseurs. Ça devait être enfin, c'était intéressant, incroyable. non ça Ah, c'était formidable. Oui. L'anti-ulcère, notamment, on te faisait avaler une caméra Oui. par un appareil dans la bouche, donc tu pouvais quasiment plus respirer. Appétissant, Ça allait ça. jusqu'à l'estomac, ça descendait jusqu'à l'estomac. Et C'est c'était sympa. payé. Et c'était payé à l'époque 5000 francs. Mais c'est énorme, quelle année? L'après-midi, c'est tout, tu vois, donc c'était une fortune. C'est une fortune, 5000 Une francs. fortune à l'époque. C'était un job d'étudiant très couru, ça. Bah oui, bien sûr. Il parcourait les facs pour proposer ce genre de. Tu l'as fait, de- testeur de Non, j'ai médicaments pas fait, toi mais. T'as j'étais failli pas faire. loin. Ouais, j'étais pas loin. Non, mais moi, j'ai tout fait parce que je prenais tout. Donc, Ah oui. Garçon de bureau au Monde. oui, à Garçon de l'époque bureau, où- ça à n'existe l'époque- plus ce que t'es. Si, ça existe encore, mais à C'est l'époque quoi, où le garçon de monde était bureau rue des Italiens, donc il y Oui. avait 2 bâtiments, Oui. et on était 4 par étage, Oui. et on récupérait les dépêches qui arrivaient Oui. par des tubes, il y avait une architecture C'est de un truc de tubes, fou. c'est incroyable, là, qui passaient dans tout le journal, et on distribuait le courrier le matin et le soir, et comme on était 4, Oui. il n'y avait quasiment rien à faire, et donc je lisais un roman par jour. Ah oui. C'est À là peu où tu as près. pris goût au livre À la ou non lecture, non, j'avais Non. déjà pris goût dès l'adolescence, mais là encore plus, parce Encore que ça m'a plus. permis Oui. de lire vraiment un roman par jour, je ne blague pas. Tu as travaillé pour un ministère aussi, non? Oui, Ministère jeunesse, des Armées sport et loisirs, À Jeunesse, Sport et Loisirs. entre Soissons et Avis. Ça doit être sympa, non? Oui, c'était rigolo. Je faisais Ouais. une revue de presse pour les Ouais. jeunes, je collectais Sympa, ouais. les articles de presse, c'était plutôt sympa. Ouais. Concepteur de dossiers de presse. Oui, Juste après. Oui. Notamment pour Christian Dior. Canovas. Oui, Christian Ça, Dior, c'est- j'ai travaillé sur le 40e anniversaire, en effet. Oui. Ouais, ouais. Et c'était incroyable. Il m'avait équipé de plusieurs télévisions à la Oui, maison et, oui. et je faisais tout un travail de recherche sur les costumes. C'était passionnant. Ouais, c'était bien ça. Tu étais aussi journaliste cinéma et musique. Ah, pendant 10 ans. Pour quelle revue? Pendant 10 ans. Alors là, j'ai travaillé pour beaucoup de Moulin journaux. Rouge Pour le Figaro Magazine, Ah oui, t'arrêtais pas, pour toi. Libé, l'Obs, enfin Ouais. ça s'appelait le Nouvel Obs, Oui. et plein d'autres maisons françaises. Je faisais vraiment exclusivement, surtout beaucoup de cinéma, parce que Oui, c'est ça. Oui. je parle bien anglais, et du coup je faisais beaucoup d'entretiens avec des acteurs et des metteurs en scène anglais ou américains. Alors ton premier roman s'appelle Papa et Maman sont morts. Oui. Déjà, Bah oui. 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 Bah oui. Qu'est-ce que tu veux dès le départ? Ils Dès le étaient bien départ, il faut vivants, ça leur a l'ambiance, pas beaucoup plu d'ailleurs. Ils étaient vivants? Oui, ils étaient vivants à l'époque. C'est pas ça. Mais tu sais, c'était Tu dit un m'étonnes peu que ça comme... leur a pas plu. Non, mais c'était dit un peu comme les enfants, tu sais, disent le roi est mort, vive le roi. C'est Oui, une oui, sorte je d'hommage comprends. à la famille réinventée, quoi. Adapté au cinéma? Non, Non? c'est marqué, Oui. ça a été marqué dans beaucoup d'articles, Mais mais oui, c'est pour ça. malheureusement, Ben non. c'est un projet qui a avorté, comme Qui a ça avorté. existe très souvent Il y a aussi dans l'édition. au pays des kangourous. Ça, c'est mon 3e roman, c'est après Autobiographie d'une courgette. Oui, mais ça, je voudrais en parler après. C'est pour ça Ouais. que je... Oui, c'est pour ça Alors que tu celui-là, il y a ruses. de nombreux prix, alors. Il a eu beaucoup de prix et je suis très content parce qu'il est adapté au théâtre, produit par Pascal Guillaume, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, Oui. qui fait des choses excellentes au théâtre, et on devrait normalement voir ce seul en scène, j'espère, l'année prochaine. Ah oui,
tout va bien Voilà, maintenant, je réalisé pense que par Eden Ducourant. Et Oui, on a très bien. adapté le livre ensemble. Oui. Eden, c'est une comédienne très talentueuse. Elle a 25 ans. On a travaillé tous les deux ensemble. J'ai adoré ça parce que c'est nouveau pour moi d'adapter les choses et ça m'a beaucoup plu. Il y a aussi l'été des Lucioles. 4e. Oui, c'était quoi Numéro ça 4. Ça parlait de quoi Ça se passe dans le sud de la France et c'est Ouais. un été un peu étrange où les Oui. lucioles reviennent alors qu'elles ont disparu en France pour la, Oui. la plupart du temps parce que les sentiers sont trop éclairés et puis la pollution évidemment les fait fuir. Oui. Mais cet été-là, il y a un petit côté fantastique dans ce roman. En effet, elles reviennent par centaines voire par milliers. Et tu es venu me voir il n'y a pas longtemps pour certains cœurs lâches. Pour 3 fois rien. C'est sur ta dépression. C'était sur mes nombreuses dépressions Oui, dont sur je me tes suis nombreuses sorti. dépressions, oui. Ouais, ouais. Oui. 8 en 30 ans quand même. Oui. Hein. Mais je m'en suis sorti, c'est le Ouais, principal. Tu t'es très bien sorti. Oui, très bien. Et on en vient donc à l'autobiographie d'une courgette, Ouais. qui est ton cinquième. C'est un roman au départ. C'est un roman qui a été Son publié cinquième. en 2002, Oui. voilà, et qui a marché tout de suite en fait, qui a été Tu l'as vendu combien? Il faut le dire, c'est énorme. 300 000. Bien. Voilà. Ouais. Et, Ouais. mais la moitié pratiquement en poche, en GU, dans le Oui. format poche. Et puis le reste en librairie, en GLM, en France Loisirs, qui sont des clubs d'abonnement. Oui. Et puis ça a été beaucoup de traductions, presque 25 maintenant. Alors, ça a été C'est adapté assez d'abord, incroyable. c'était un film d'animation, c'est ça, en 2016? Alors il y a eu d'abord un film pour la télévision de Luc c'est le Béraud, film pour la télé, qui c'est est le- oui. produit par Pascal Brognaud, Oui. qui sort Qui est en pas- 2007. Sur Qui- quelle chaîne? Alors toutes les chaînes, hein. Au départ c'était France 3. Ouais, d'accord. Voilà, après Ouais. il est passé un peu partout. Oui. Avec Russo qui fait le rôle du gendarme et Antoine Oui. Fong qui fait Courgette. Joli téléfilm, Oui. vraiment. T'as Et tout surveillé ou? non, rien, moi Non. j'aime pas. Bon. Non. Non, Tu sais, moi je trouve que le metteur en scène, le réalisateur ou le producteur qui achète les droits d'un Ouais. livre, c'est un lecteur. Oui. Avant Donc, tout. tu l'as laissé Donc faire. je veux dire, Oui, il oui, faut oui. laisser faire, il ne faut Oui. pas intervenir. Ouais, d'accord. La création est libre, faut pas... Alors, il y a eu ce fameux film d'animation quand même en 2016. Ah oui, ça tu Ouais. parles. Quelle histoire. De Quelle César, histoire non merveilleuse. De César De César. César de quoi? César d'animation, le Oui. meilleur film d'animation et d'adaptation. Oui. Et puis une nomination aux Oscars qu'on n'a Oui. pas eu. Oui. Et, Oui, enfin, et des t'as nommé aux récompenses, Oscars, et des c'est bien. récompenses, et des Ouais. récompenses partout dans le monde, vraiment. Tu es resté très simple, Gilles. J'essaye. C'est un peu mon livre. C'est un peu, si tu veux, pour moi, c'est un peu un trèfle à 4 feuilles, quoi. Oui, C'est- sauf qu'il y a- il est sauf sans qu'il y a- fin, il y a- ce livre. ouais, il y a 3 trèfles, quoi. Donc, Il y en a plus que ça, je ouais. pense. tu vois. bah oui. Non, il y en a plus Et on que en vient ça. donc à la version bande dessinée. Ouais. C'est toi qui l'as voulu? Comment ça s'est passé? Alors, c'est une rencontre avec Moïse Kissous, qui est le directeur et le patron de Oui. Phileas, qui est Oui. une filiale du groupe Editis. Et en fait, il commençait à réfléchir à développer des bandes dessinées adaptées de romans. Oui. Et on en a discuté ensemble, ça lui plaisait beaucoup. Il a acheté les droits très peu de temps après. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette aventure, c'est que l'éditeur, vraiment Éric Durand et toute l'équipe m'ont tenu au courant au fur et à mesure de la manière dont les choses allaient se dérouler. Alors, Donc oui. je l'ai vu vraiment naître et je l'ai vu progresser. Tu avais le droit de donner ton avis sur les dessins, sur le pareil, ou tu laissais faire comme... Alors, en grande partie, j'ai laissé faire, parce que là D'accord. encore, c'est une histoire de création. Et puis, Oui. franchement, tu laisses faire, surtout quand tu as une scénariste comme Ingrid Chabert, qui est vraiment extrêmement talentueuse, qui a été d'une fidélité totale par rapport au Alors, livre excuse-moi, et par est-ce que- rapport à l'histoire. Ouais. Est-ce que c'est toi qui as choisi la scénariste et la dessinatrice? Non, ça c'est l'éditeur. C'est imposé ou il y a eu une rencontre? Je dirais pas imposé, parce Mais enfin, que oui. c'est à eux d'organiser un peu la cuisine Oui. interne de ce genre de D'accord. choses et de sentir. Parce que c'est toujours, tu sais, Oui. généralement en littérature jeunesse, par exemple, on en Ouais. sort un petit peu, mais en littérature jeunesse, très souvent, l'illustratrice ou l'illustrateur et l'auteur ne se rencontrent jamais. Ou ils se Oui, c'est rencontrent vrai. à la fin, je dirais, Et chacun là, travaille dans son coin. Est-ce que ces deux filles se sont rencontrées? Bien sûr, Oui. et elles ont fait un travail vraiment exceptionnel. Alors, c'est Parce donc- que oui. ce que je voulais dire sur Oui, je t'en Ingrid, prie, c'est oui. que elle a pris certaines libertés par rapport au texte qui, je trouve, ajoute un plus même par rapport au roman. Je trouve Oui. que c'est très astucieux d'avoir fait ça. Oui, bien sûr. J'aurais pas fait mieux, honnêtement. Tu aurais fait moins Et bien, sûrement, non? Peut-être, j'en sais rien. Je taquine. Non, mais j'en sais rien, mais c'est très difficile à... Et Camille K, alors, c'est donc la dessinatrice. Ah oui, elle est incroyable. Oui, elle parce est que incroyable c'est parce incroyable, qu'elle les dessins a, sont- elle a une palette de dessins surtout
très très varié, je Mais trouve. c'est assez épuré les dialogues, parce qu'il y a vraiment une ou deux bulles par dessin. Mais on suit en même temps. Est-ce que c'est vraiment la même histoire que ton bouquin? C'est exactement la Ils même ont histoire. totalement respecté le... Ouais, absolument. C'est très fidèle au livre, je te L'histoire dis, du petit avec garçon. un peu de, avec une vraie invention, parce que le fait de voir des dessins, et surtout ceux de Kamilka, qui sont vraiment inventifs, qui sont forts, je trouve, qui sont extrêmement, incroyablement perturbant pour l'écrivain que je suis, parce que c'est une manière tout d'un coup d'illustrer une histoire qui est une histoire écrite, qui est un roman au départ, et donc de le voir vivre à l'intérieur d'une bande dessinée, c'est encore très différent que d'aller dans une salle pour voir un film d'animation. C'est encore autre chose, c'est très différent, je trouve. Tous les chapitres de ton roman sont respectés, mais est-ce qu'ils sont écrits? Enfin, plutôt mis en... Oui, et je pense que d'ailleurs, les dessins parlent d'eux-mêmes, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin, je pense, d'avoir... Il y a suffisamment de bulles, entre guillemets, et suffisamment de dialogue ou d'histoire autour de ça. Les dessins parlent d'eux-mêmes, et ce qui est d'ailleurs assez étonnant chez Kamilka, c'est qu'elle est capable de faire des dessins quasi enfantins, voire des dessins adultes avec des couleurs qu'on n'utilise pas forcément aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Je trouve que du coup, ça donne une modernité à son livre qui est sur des tons plutôt roses, oui, c'est rose, violet, absolument vert, avec évidemment, dès qu'elle parle de la plage, de la mer, c'est très lumineux. Enfin, elle a vraiment, je trouve, une palette incroyable. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon qui devient orphelin, en fait, pour rappeler le pitch. Voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon qui devient... Alors, en fait, on pourrait dire l'histoire telle qu'elle est, c'est l'histoire d'un enfant qui tue sa mère accidentellement. Oui. Et qui donc, à la suite de cet acte... Avec l'arme de sa mère? Non, une arme qu'il a trouvée dans la maison. Dans un grenier, il veut tuer le ciel parce que c'est grand et sa mère n'arrête pas de lui dire que tous les malheurs viennent du ciel. Oui, hein, c'est dans un grenier. Voilà, après il va se réfugier dans le grenier quand il a fait ça parce qu'il sent qu'il a fait quelque chose de pas bien, mais il ne se rend pas vraiment compte. Et donc, il est récupéré par un gendarme qui l'emmène dans un foyer. Et paradoxalement, c'est sa chance. C'est-à-dire qu'il va dans ce foyer trouver tout ce qui lui a manqué enfant. Des copains, une amoureuse, des éducateurs. Comment tu as trouvé ce personnage? J'avais fait une nouvelle quand j'avais 14-15 ans qui s'appelait Icare et Camille, donc qui était un peu le parcours de ces deux enfants, mais qui était très différent parce que ça se passait plutôt dans les orphelinats. Et l'histoire, c'était que Courgette, ne voulant pas être séparé de Camille, chaque fois qu'on le plaçait dans une famille, il faisait tout ce qu'il fallait pour que la famille le rejette et pour qu'il puisse revenir auprès de Camille. Donc voilà, l'histoire était un peu différente dans la nouvelle. En tout cas, bravo. Merci. Encore une fois, bravo. Ça s'appelle donc Autobiographie d'une courgette. Ouais. Laurent Jaoui. Ça va, Laurent Jaoui? Très bien, Jackie. Donc toi, c'est Hérouville, le château hanté du rock. Applaudissements. Mais alors, avant de parler du bouquin, on va parler de ton parcours. Toi aussi, tu as un parcours incroyable. Parce qu'au départ, tu es donc journaliste sportif. Tu aimes donc le plutôt foot, hein, toi? Tous les sports, honnêtement. J'ai pas de préférence. Tu aimes le sport et le rock, ça va ensemble? Ça peut tout à fait se marier. Oui, parce qu'il y a plein de gens, des rockers qui adorent le foot. Oui, il y en a plein. Tu es donc écrivain aussi, c'est ça? Et très attaché au rock'n'roll, c'est une musique très spéciale, toi. C'est une musique qui a toujours, me semble-t-il, transmis énormément d'émotions, énormément de force. De force. Alors en ce moment, on va parler du présent, tu es donc directeur adjoint des rédactions de sport sur Canal+, c'est ça? Oui, tout à fait. Un titre important, qu'est-ce que t'en penses, Gilles? Là, on a affaire quand même. Ah oui, moi aussi, je suis bluffé. Alors, tu as commencé à Europe 1 au tout début, qu'est-ce que tu faisais? J'ai commencé comme Gilles, j'étais téléxiste, c'est-à-dire qu'on découpait les dépêches et on les distribuait aux journalistes. À l'époque où il n'y avait pas vraiment d'informatique, j'étais au téléphone rouge. Téléphone rouge, c'était un numéro de téléphone que les auditeurs appelaient pour donner une information et il fallait la vérifier, recouper les sources et puis ensuite en faire une brève. Voilà, j'ai commencé en bas de l'échelle en faisant des études de journalisme. Voilà, Après, on te retrouve à Radio Méditerranée Internationale à Tanger. Qu'est-ce que tu es parti faire à Tanger? Faire mon métier dans un cadre agréable. C'était une radio franco-marocaine. Qui est l'équivalent d'RFI au Maghreb et qui est énormément écouté. C'est une expérience formidable. Et tu as beaucoup appris là-bas? Énormément. Je as présentais les journaux, lecture internationale. Enfin voilà, vraiment, c'était très enrichissant. Après, tu as fait RFI d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, c'est une piste d'atterrissage assez convenue de Médien à Tanger. Quand on revient en France, en général, c'est Tanger RFI. Oui, c'est souvent comme ça.
Tu as participé à la création de l'équipe TV. Je Oui. ne savais pas, la chaîne L'équipe TV. J'ai eu cette chance-là en 98. Ouais. On a démarré le 13 juillet 98, au lendemain de la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, contre le Brésil. Exactement. Ouais, c'est sympa de C'était une ambiance un peu étrange parce que le directeur de l'équipe à l'époque venait de présenter sa démission puisqu'il était profondément anti-Aimé Jacquet, qui avait remporté la Coupe du Monde avec. L'entraîneur de l'équipe de France, le sélectionneur. Et ça commençait dans un climat un petit peu apocalyptique. Un peu spécial. Un petit peu étrange. Après, tu vas à France 2, tu es transféré à France 2. Au service des sports de France 2, où j'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années sur l'émission Stade 2. Tu as fait de l'antenne aussi? Oui, j'étais Tu as été animateur, chroniqueur? Non, pas animateur, chroniqueur, journaliste. Chroniqueur. Après, tu reviens à Europe 1. Oui, 2 ans. Oui. Ah ouais. Directeur adjoint des sports d'Europe 1. J'ai eu cette chance-là, tout à fait, de refaire 2 ans dans une rédaction généraliste. C'est très bien, je trouve, d'être à la tête d'un service des sports dans une rédaction généraliste. C'est-à-dire qu'on confronte ça avec des confrères qui travaillent sur d'autres domaines, c'est très intéressant. Et en 2010, donc, tu rejoins le groupe Canal+, où tu diriges la chaîne d'information Infosport. Ça, c'est autre chose déjà, c'est un autre... Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment autre chose au bout du compte, parce que ça reste de l'information dédiée au sport, mais c'est les mêmes réflexes au bout du compte. Et c'est les mêmes enjeux, et puis c'est les mêmes méthodes. Voilà, en fait, c'est juste le sujet qui change, mais la manière d'exercer, c'est la même. Et en 2012, tu es promu directeur de la chaîne, ça j'adore. Oui, bah, c'est sympa. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais. Tu fais de la radio aussi, chroniqueur, on refait le match. Oui. C'est intéressant aussi, ça? Oui, très bien. C'est plus un exercice de débatteur. C'est une joute verbale. Il faut être sur le coup tout de suite, c'est ça? Oui, mais au-delà d'être sur le coup, il faut étayer ses propos. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un avis pour un avis. Il faut avoir des infos et pouvoir les défendre. Alors, ça demandait quand même beaucoup de temps. Tu avais le temps quand même de t'occuper du rock, de faire des courts-métrages. C'est un moyen de s'échapper un peu. C'est une récré pour toi? C'est une soupape en tout cas. C'est une soupape. C'est bien d'avoir autre chose. Alors, tu participes à un film qui s'appelle Kent, auteur de BD, c'est ça? Entre ombre et lumière. Kent, c'est donc le chanteur de Starshooter, tout à fait. Groupe phare des années 80, même fin 70, avec Téléphone et Bijoux. Et tu participes, c'est-à-dire En fait, j'ai eu la chance de le rencontrer pour qu'il nous parle de son travail de dessinateur, d'auteur de BD. Il a été d'ailleurs à Métal Hurlant. C'est un véritable artiste, Kent. Il est capable de chanter, d'écrire. Il écrit des romans, énormément, et puis de la BD. Et là, il a sorti une BD avec Patrick Mahé sur Elvis Presley. L'ancien directeur de Télé 7 jours. Exactement, et de Paris Match. Et qui est une BD formidable sur Elvis Presley. Et je l'ai rencontré pour un documentaire où il nous parle de son métier de dessinateur. Alors tu coproduis aussi, tu réalises un film qui s'appelle Court-Circuit. Oui. C'est un documentaire sur Benjamin Biolay, c'est ça, et l'univers de la Formule 1. Alors en fait, Benjamin Biolay, son dernier album s'appelle Grand Prix. Il est en partie dédié à la Formule 1. C'est pas un album concept au sens premier du terme, même s'il y a beaucoup de thèmes qui s'en approchent et qui parlent de la Formule 1. Et donc on a eu la chance pour Canal+ de l'immerger dans la Formule 1, où ils ont rencontré des pilotes, des ingénieurs, des motoristes. C'était comme un enfant de 8 ans. Et c'est une personnalité vraiment très intéressante, Benjamin Biolay. Alors, tu as sorti des bouquins, c'est en dehors de celui-là. Noir en bleu, le football est-il raciste? Ça revient à la mode, ça, si je peux me permettre. Je pense malheureusement que ça va rester à la mode un bon moment. Ton avis sur Benzema par rapport à Didier Deschamps? Le pragmatisme et l'intelligence de ce sélectionneur. Voilà. Je crois tout simplement, c'est intelligent. C'est très très intelligent. Okay. Alors un autre livre, c'est Chronique d'un rendez-vous manqué. Là, tu parles du rock français entre 1977 et 1983. Je parle de 3 groupes, en fait. Oui. Bijoux, Starshooter et les Dogs, qui sont, me semble-t-il, à l'époque, emblématiques de ce qu'aurait pu être le rock en France et de ce qu'il n'a pas réussi à devenir. Très bien. Et tu collabores aussi à la revue Schnock, que j'aime beaucoup. C'est un magazine trimestriel. Tout à fait. Un MOOC. Oui. Voilà. Et de temps en temps, tu fais des papiers. Des entretiens surtout. J'ai eu la chance de rencontrer Guy Bedos, Jean-Loup Dabadi, Jean-François Balmer, Patrice Blanc-Francard. Enfin, ils sont très ouverts d'esprit et ça permet de rencontrer des gens. Et surtout d'avoir de la place, c'est-à-dire de pouvoir faire 15, 16, 17, 20 pages. C'est bien de sortir un peu des formats trop courts. Voilà le parcours. Sympa, non? Qu'est-ce qu'on pense? Très. Bon, maintenant on va parler d'Hérouville quand même, le bouquin. Avec plaisir. Voilà. Donc Hérouville, ça a été le premier studio résidentiel au monde, c'est ça? Oui, tout à fait, au début des années 70. C'est l'idée d'un personnage de génie, vraiment qui s'appelle Michel Magne. Qui était un compositeur, qui s'est suicidé 15 ans plus tard, en 84. Michel Magne, c'était un compositeur de musique de film dans les années 60. Oui, c'est incroyable qu'il a composé. Mais c'est fou. Les Tontons Flingueurs, je ne savais pas qu'il avait composé toute la musique, c'est lui. Et la saga des Angéliques. Oui, les OSS 117, les Fantomas. Il a beaucoup travaillé avec Robert Hossein. Je crois qu'en 65 ou 66, il fait
12 musiques de films dans l'année. Enfin, c'était vraiment un stakhanoviste. Oui. Et c'était, à la base, c'était un musicien contemporain qui conceptualisait les choses. Vraiment un personnage. On l'appelait le Ionesco de la double croche. Exactement. Ça m'a fait rire, ça. Ouais, il était un peu surréaliste. Il était ami avec Françoise Sagan. Il était ami avec Juliette Gréco. Il était toujours en. C'est des types qui débordent d'idées. Et ce type-là a compris très vite que le rock pouvait aller toucher des gens plus que la musique classique d'où il venait. Bien sûr. Voilà. Alors au départ, le château d'Hérouville est une bâtisse, c'est ce que j'ai lu. C'est ça. Qui a été construit en 1550. Ouais, donc là, et reconstruite 2 siècles plus tard, qui était un relais de poste en fait. Oui, et puis qui a inspiré aussi Honoré de Balzac, je ne savais pas, pour un roman, j'ai lu ça. Oui, qui a abrité Les Amours cachés de Frédéric Chopin et Georges Sand. Enfin il s'est passé pas mal de choses quand même. Ouais. Et donc lui, il a acheté cette bâtisse pour y vivre. En 1960, il l'a acheté. C'est ça, avec sa femme de l'époque. Le Sud a démarré quand en 69-70 quoi. Ouais. Et donc il s'est rendu compte que finalement il avait de la place et qu'il pouvait accueillir des artistes parce qu'il y avait une acoustique exceptionnelle et qu'il y avait quand même de la place pour accueillir les artistes et leur entourage. Et il leur a dit, vous venez, vous enregistrez et vous vivez là à demeure. C'était une idée de génie à l'époque. Ça a marché. Alors, la liste d'artistes est impressionnante. Je vais en citer quelques-uns qui sont venus enregistrer. Il y a eu Elton John. 3 albums en 2 ans. Avec que des tubes. David Bowie. Qui est venu 2 fois. Pink Floyd, Iggy Pop, Marvin Gaye, les Bee Gees, Fleetwood Mac, Jacques Higelin, qui habitait d'ailleurs. Oui, ça lui a tellement plu qu'il est resté. Enfin, il a loué juste à côté de la bergerie et il y est resté 5 ans avec femme et enfants. Et Claude Nougaro, ça je ne savais pas, Claude Nougaro. Oui, il est passé, ouais. C'est incroyable. Alors donc de 70 à 85, c'est des disques qui ont marqué toute l'histoire du rock'n'roll. Il y a des disques qui comptent. Il y a un album d'Iggy Pop, un album de David Bowie, 3 albums d'Elton John, Pink Floyd qui est venu enregistrer la bande originale du film La Vallée de Barbet Schroeder. Une musique planante, envoûtante, un truc complètement dingue. Ce qui est génial, c'est que tu racontes ça, tu as mené une enquête incroyable. Comment t'as... c'est retrouver des gens, quoi, et ceux qui veulent témoigner. Surtout, ce qui est frappant, c'est que la plupart des gens avaient entre 20 et 30 ans à l'époque. Oui, c'est ça. Et en fait, ils prennent énormément de plaisir. Vous savez, comme dans beaucoup de choses, quand on se penche sur son passé, il y a parfois des clans, des rivalités, etc. Il y en a eu, il y a eu des histoires terribles dans ce château. Mais en fait, tout le monde fait fi de ça pour magnifier les souvenirs, parce que quand tu as entre 20 et 30 ans, tout est possible. Quoi. Et c'était une période de création, de liberté totale. Quoi. En tout cas, bravo, parce que c'est hyper bien enquêté. Merci beaucoup. Alors, il y a Laurent Thibault qui a repris qui a repris le château en 1974. Michel Magne. Lui, il était bassiste dans un groupe qui s'appelait Magma. Et producteur du groupe. Et il avait un label que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Telem, qui était de la musique un peu avant-gardiste, progressiste. Moi, j'avais rencontré à l'époque de Magma. Tout à fait. Qui parlait le cobayen, c'est ça. C'est ça, c'est un langage. Cobaya, c'est le monde sans les cons. C'était un peu ça leur Alors, t'es tombé sur un entretien entre Alain Dister et Laurent Thibault. Comment tu as fait pour retrouver cet entretien ? En fait, c'est malheureusement Alain Dister, qui est un très grand journaliste et photographe, qui est décédé en 2008, avait entamé ce travail-là avec Laurent Thibault de recueil de mémoires. C'est incroyable. Et il est décédé entre-temps et on a parlé avec l'éditeur, avec la veuve d'Alain Dister, Marie-Hélène Freissé, et on s'est dit que ça serait quand même formidable si on pouvait publier ce texte qui n'a jamais été, qui n'est jamais paru. Et donc on l'a mis à la fin du livre parce qu'on voulait aussi honorer le travail d'Alain Dister, qui a été un travail... Parce que ce qui est quand même assez dingue sur ce château, c'est qu'il l'aventure a pris fin en 85 et pendant 30 ans, il ne s'est rien passé. Mais c'est-à-dire que personne n'en a parlé. C'est vrai. Pas un documentaire, rien, pas d'émission de radio. Parce que là, il y a ton bouquin, mais il y a d'autres choses aussi. Oui, là, il y a une BD qui est sortie, qui est formidable. Il y a des documentaires sur France Culture. Il y a eu un documentaire de Christophe Comte, le journaliste, grand journaliste musical. Et en fait, pendant 30 ans, la France a complètement oublié Hérouville. C'était à une demi-heure de Paris. Oui, ça a ouvert sur Oise, c'est ça ? C'est ça, ouais. Donc c'est dans la banlieue nord, c'est dans le Vexin, c'est à la limite avec l'Oise. Et puis depuis 5 ans, on en reparle comme si on avait du mal à célébrer notre passé. C'est incroyable parce que tous les groupes et tous les chanteurs sont enregistrés là-bas. Avec une tranquillité totale, les habitants du village qui ne savaient même pas qui c'était, et les types qui venaient et qui passaient 4, 5, 6 semaines. Et vous avez eu la chance d'y aller, j'imagine, vous avez été dans le journalisme musical. Moi j'y suis allé avec Peter Gabriel. À l'époque, il était chanteur Genesis. Il n'a pas enregistré là-bas, mais il était intéressé, il voulait voir. Beaucoup d'artistes y sont allés pour voir. En fait, c'est marrant parce que quand on enquête, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'assez initiatique. C'est comme, je sais pas moi, le 11 septembre 2001 ou des souvenirs de sport, par exemple, auxquels on est très attaché. Tout le monde a une anecdote personnelle avec Hérouville. Et le nombre de gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit « Ah, j'y suis allé. Je me souviens, j'ai pris telle voiture, on est arrivé tel jour, on a été accueillis par machin, il y avait truc muche dans la salle à manger. » Il y a quelque chose d'initiatique. Alors maintenant, Laurent, Hérouville aujourd'hui, c'est quoi ? Alors ça continue. Il y a 3 personnes, dont Jean Taxi, qui essayent de faire vivre l'endroit. Il y a des captations
pour des concerts pour Arte. Oui. Il y a une activité de conservatoire, et puis ils espèrent bien, le Covid leur a fait un peu de mal malheureusement, ils espèrent bien pouvoir reprendre des enregistrements de manière plus régulière pour pouvoir faire exister l'endroit à 100%. Les groupes vedettes, des chanteurs comme ça. Jean-Louis Aubert a failli acheter le château il y a une quinzaine d'années. Ah, ça aurait été pas mal. Bah ouais, ça aurait été pas mal. Mais voilà, il faut surtout que cet endroit perdure parce que c'est formidable, quoi. Bah, bien sûr. En tout cas, moi j'ai adoré le bouquin. Bah, merci beaucoup. Allez-y, achetez-le, c'est vraiment bien. Voilà, ça s'appelle. Je vois qu'il y a une préface de Benjamin Biolay. Oui, il y est allé. Non, alors Benjamin Biolay, il avait 12 ans quand le château a fermé, mais en revanche, il a travaillé avec Dominique Blanc-Francard, qui a été l'un des premiers ingénieurs du son, qui est un ingénieur du son mythique. Et Dominique Blanc-Francard lui a énormément parlé du château. Et je pense que pour les gens de la génération de Biolay, de 40, 45, 50 ans, avoir connu ce château aurait été quelque chose de formidable. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, s'il reste 10 secondes. Il y a quand même beaucoup de Français qui sont passés là-bas, mais moins que d'artistes internationaux. Oui, il y en a eu. Il y a eu Bernard Lavilliers, Patrick Coutin, Charlie Couture, Jacques Higelin, voilà, vous l'avez dit. Et c'est vrai que finalement, on est rarement prophète dans son pays. Les Français préféraient aller aux États-Unis ou en Angleterre pour enregistrer, quand les Anglais ou les Américains préféraient venir à Aéroville. Incroyable. Exactement. Oui. Bon, parce qu'on aime toujours un peu voyager, aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Et finalement, aller bosser à 30 bornes de chez soi, c'est pas toujours très glamour, quoi. Ok. Encore une question posée à Laurent, c'est très pertinent. Non, mais c'est parce que j'y pensais et je me disais même, moi j'adore l'inventivité de Benjamin Biolay et la manière dont il s'empare de la musique à chaque fois, des textes, de tout, et je pensais que c'était un endroit où il aurait sûrement peut-être envie de faire quelque chose. Mais si le château a une troisième vie, parce qu'en fait on en est à une troisième vie, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes français qui se laisseront tenter parce qu'encore une fois, l'acoustique, tout le monde décrit une acoustique exceptionnelle. Il y a ce qu'on appelle du bois luné, c'est un bois du XVIIIe siècle qui rend l'endroit magique, quoi, voilà, tout simplement. En tout cas, merci. Le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'être passé. Merci. Merci. Voilà. Donc, Québec. Ouais. Hein, Votons Québec. Tome 1 et tome 2 Ouais. C'est en vente libre ou... C'est en vente libre. Oui. C'est libre. Bon, ok. Bravo. Merci Jackie. Laurent Jaoui, donc ça s'appelle Hérouville, le château hanté du rock. Merci d'être passé par le GLPP. Merci Jackie. Et Gilles Paris, n'oublions pas Gilles Paris, autobiographie d'une courgette. Merci à tous les trois. Merci. Voilà, c'était le GLPP. Je vous retrouve demain à 17h25. Super ciao, à demain et au revoir. Et merci d'être passé. Merci beaucoup. À demain.